Il est indéniable que nous vivons une sorte de Big Brother dans la vie réelle, surtout dans des grandes villes comme Londres, en Angleterre, souvent qualifiée de ville la plus surveillée du monde. Il y a tellement de caméras disséminées partout que n'importe qui peut être suivi. 24 heures sur 24. Il est impossible de sortir de chez soi sans être filmé par au moins une caméra de surveillance. Et bien sûr, l'idée derrière autant de caméras est de prévenir les crimes et d'aider la police à identifier et punir ceux qui commettent une infraction. Mais en pratique, la plupart des images enregistrées par ces centaines de milliers de caméras chaque jour montrent simplement des gens ordinaires faisant des choses ordinaires. Le problème survient quand ces caméras filment un acte apparemment banal, alors qu'en réalité, un crime atroce se déroule sous les yeux de tous, sans que personne ne le remarque. Alors, viens avec moi découvrir l'histoire de la disparition d'une bonne Samaritaine qui vivait pour aider les autres et qui a fini par être victime de sa propre bonté. Salut tout le monde, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si, comme moi, vous aimez les histoires bizarres, crimes réels, théories du complot et curiosités, bref, tout ce qui est étrange et fou, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aime, commente, partage, parce que tout ça aide beaucoup de monde ici sur la chaîne, d'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Le vendredi matin, 11 juin 2021, dans un quartier aisé de Londres, en Angleterre, un homme appelé David Klein s'est réveillé très tôt. Il s'est levé, s'est préparé pour le travail et a descendu prudemment les escaliers. Pendant qu'il se déplaçait dans la maison, David faisait tout son possible pour ne pas faire de bruit, car il ne voulait pas réveiller sa colocataire, une veuve de 67 ans appelée Mi-Wen Chong, qui utilisait le nom de Deborah Chong. Deborah était la propriétaire de la maison et David était celui à qui elle ne faisait pas payer de loyer. Ils s'étaient rencontrés à l'église et, lorsque Deborah a découvert que David traversait des difficultés financières et qu'il n'avait nulle part où vivre, elle lui a proposé de rester chez elle gratuitement. C'est vraiment généreux de sa part. David, impressionné par sa générosité, a accepté aussitôt. Qui ne l'aurait pas fait ? Après son emménagement, ils sont devenus de grands amis. Il a aussi appris qu'il n'était pas le premier que Deborah avait aidé ainsi. Il se trouve que Deborah était veuve et que son défunt mari lui avait laissé la maison ainsi qu'une belle somme d'argent dans son testament. Elle estimait donc devoir utiliser une partie de ses ressources pour accueillir des personnes en difficulté. Elle disait que c'était sa façon de servir Dieu. Elle était vraiment ce genre de personne, très religieuse, très généreuse, très présente à l'église. Deborah était née et avait grandi à Kuala Lumpur, en Malaisie, mais ensuite elle était partie vivre au Royaume-Uni et, en 2004, elle s'était installée dans un quartier chic de Wembley, dans une maison à 2 étages. Les voisins la décrivaient comme une femme excentrique, mais agréable, de ces personnes dont on remarque de loin les particularités, mais qui ont aussi un grand cœur. Elle aimait rendre visite à ses voisins, prendre le thé, discuter, mais derrière cette image de femme attentionnée et sociable, Deborah faisait face à de graves problèmes de santé mentale. Elle avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde, dont les symptômes s'aggravaient lorsqu'elle traversait des périodes de grand stress. Et pendant longtemps, les symptômes semblaient relativement contrôlés. Elle menait une vie pratiquement normale. Mais tout a commencé à changer en 2020, quand est arrivé là. Je ne vais pas le dire, parce que ce mot, même aujourd'hui, papa YouTube limite la portée de la vidéo. Mais vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé en 2020, n'est-ce pas ? Crise sanitaire, masque, tout ça, n'est-ce pas ? Comme beaucoup de gens à cette époque, Deborah était profondément angoissée par tout ce qui se passait dans le monde. Chaque fois qu'un politicien apparaissait à la télévision pour une déclaration, elle faisait une crise d'anxiété et de stress. Et dans sa tentative de mieux comprendre la situation, elle a commencé à consommer de façon obsessionnelle des contenus sur Internet à ce sujet. Des vidéos sur YouTube, le confinement, la politique, la crise. Tu vois le genre ? Vous aussi, vous connaissez quelqu'un devenu paranoïaque à cause de ça ? Sauf qu'au lieu de la rassurer, ça a empiré son état mental. Ce qui devait être une recherche d'information est devenu un carburant pour son anxiété. Et vous vous souvenez qu'elle avait la schizophrénie et que l'un des déclencheurs, c'était le stress, non ? Et cette anxiété a fini par intensifier les symptômes. Tu vois le truc. David a commencé à voir ce changement de près. Deborah avait des délires et hallucinations de plus en plus fréquents et prolongés. Lors d'un épisode, il est rentré à la maison et a trouvé Deborah assise à la table, en train d'écrire des lettres à la main pour le Premier ministre britannique et aussi pour le roi Charles. Quand il lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a expliqué que ces personnes lui parlaient directement à travers des vidéos sur YouTube et que ces lettres étaient ses réponses. Un jour, David est rentré et a trouvé Deborah qui avait dressé une table très chic pour le dîner,
disant que c'était pour le roi et le Premier ministre qui dînaient avec elle ce soir-là. C'est triste rien que d'y penser, car on voit qu'elle était vraiment plongée dans une autre réalité. Avec l'aggravation de la situation, en mai 2021, les symptômes étaient si intenses qu'elle a été internée contre sa volonté dans une clinique pour y être soignée. Là-bas, les médecins lui ont administré de force un médicament antipsychotique. Et en effet, le médicament a aidé à réduire les délires. Mais il a aussi entraîné des effets cognitifs. Deborah a cessé d'être paranoïaque et a réussi à contrôler la schizophrénie. Cependant, elle a perdu l'appétit, a eu des difficultés à dormir et est devenue extrêmement faible. Elle était tellement faible que parfois, David devait littéralement la tenir par le bras, juste pour marcher autour du pâté de maison, comme on peut le voir sur ces images de caméras de surveillance. David aidait comme il pouvait, car Deborah avait beaucoup fait pour lui. Mais comme il travaillait toute la journée hors de chez lui, il n'était avec elle que matin et soir. Il en a donc parlé à Deborah pour engager une aide-soignante à plein temps. Elle a accepté, contacté l'entreprise, qui a promis d'envoyer quelqu'un, mais cela prendrait encore un peu de temps. David était inquiet, car chaque fois qu'il partait travailler, il savait qu'elle restait seule à la maison, fragile, vulnérable et émotionnellement instable. Alors, ce matin du 11 juin, David est parti travailler, très inquiet pour l'état de son ami. Quelques heures plus tard, David est rentré chez lui, il est entré et a appelé Deborah. Rien. La maison était trop silencieuse. Il a retiré ses chaussures, a parcouru le rez-de-chaussée en appelant Deborah, mais sans réponse. Il a crié plus fort. « Deborah, tu es là ?» Silence. Il a alors pris son portable et appelé Deborah, entendant son téléphone sonner à l'étage. David est monté les escaliers, suivant le son du téléphone portable qui venait de sa chambre. Sauf que quand il est entré, Deborah n'était pas là. Tu vois le truc. Le téléphone était sur le lit, mais ce qui l'a encore plus inquiété, c'est que ses lunettes étaient aussi là. Et ces deux objets, elle les emportait toujours avec elle. Toujours. David a commencé à paniquer. Il a cherché dans toutes les pièces de la maison, il a tout fouillé, mais franchement, Deborah n'était nulle part. Alors, il a commencé à appeler et à envoyer des messages aux amis de l'église et à d'autres personnes proches d'elle, essayant de découvrir si quelqu'un l'avait vue ou avait parlé avec elle. Mais franchement, personne ne savait rien. Et les rares personnes qui avaient parlé récemment avec Deborah ont rapporté qu'elle était incohérente, qu'elle parlait d'esprit, de démons, de destruction de l'humanité. Craignant que Deborah soit sortie en pleine crise dans la ville, David a appelé la police immédiatement. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont écouté toute l'histoire et ont dit « Écoute David, reste calme, on va la retrouver. Cette région est pleine de caméras de sécurité, on va regarder toutes ces caméras et on va pouvoir retracer ses pas et la localiser. » Cela semblait être un plan simple. Mais c'est là qu'est arrivé le premier détail effrayant. Après avoir vérifié les images, ils ont découvert que Deborah apparaissait en train d'entrer dans la maison la veille. Mais il n'y avait aucune trace d'elle en train de sortir. Aucune. Mais comment est-ce possible, voyons? Cette femme doit donc être à l'intérieur de la maison, non? La police est retournée à la maison et a effectué une fouille minutieuse. Ils ont cherché partout, dans le grenier, la cave, les placards, les espaces étroits, chaque recoin possible. Mais elle n'était pas là. Autrement dit, une femme affaiblie, qui avait du mal à marcher sans aide, a tout simplement disparu sans sortir de la maison. Rien que ça donne des frissons, non? Mais le plus effrayant reste à venir. La police mettrait presque un mois à découvrir où Deborah s'était retrouvée. Ils ont été très surpris par leur découverte, mes amis. Mais pour comprendre ce qui est arrivé à Deborah, revenons quelques mois en arrière. Tout a commencé environ 10 mois avant la disparition de Deborah. En août 2020, ce mois-là, Deborah a rencontré une femme de 36 ans appelée Gemma Mitchell dans un groupe de prière de l'église. Gemma est une Australienne qui travaillait en ostéopathie. Sa famille avait de l'argent et elle a eu ce qu'on peut appeler une enfance privilégiée, étudiant dans les meilleures et les plus chères écoles d'Australie. Mais en 2015, elle a décidé de déménager en Angleterre pour vivre avec sa mère, qui avait emménagé dans une maison qu'elle avait héritée de la famille. Elle n'a pas pu faire reconnaître son diplôme en Angleterre, ni travailler dans son domaine. Alors elle est devenue thérapeute spirituelle. Tu vois le genre. La maison de la famille était estimée à 4 millions de livres, soit l'équivalent d'environ 27 millions de réés. La mère et la fille avaient des problèmes financiers depuis un moment et la maison était presque à l'abandon. La propriété avait besoin de réparations urgentes, il y avait des trous dans le toit, pas de chauffage, des pièces encombrées de meubles cassés, de papier, de nourriture, du désordre, vraiment n'importe quoi. Un scénario typique d'une maison de personnes atteintes du syndrome de Diogène, tu vois. Gemma, comme Deborah, était aussi très religieuse. Et c'est pour ça qu'elles sont tout de suite devenues amies, même avec presque 30 ans de différence d'âge. Deborah se confiait à Gemma au sujet des problèmes de santé mentale qu'elle traversait.
Et Gemma se confiait à Deborah au sujet de ses problèmes financiers et de sa maison. Gemma a raconté à sa nouvelle amie qu'elle avait engagé un entrepreneur pour rénover sa maison. Elle a payé pour le service, mais l'homme a tout simplement pris l'argent, n'a pas fait les travaux et hop, il a disparu. En somme, il l'a arnaquée et non, elle a déclaré poursuivre l'homme en justice pour récupérer son argent. Pourtant, Gemma avait toujours besoin des travaux. Elle a donc fini par engager un deuxième entrepreneur qui a vraiment commencé les travaux. Mais entre-temps, Gemma s'est rendue compte qu'elle ne récupérerait jamais l'argent volé par le premier. Elle allait réaliser qu'elle ne pourrait pas payer l'autre homme intégralement. Celui-ci a aussitôt arrêté les travaux, n'est-ce pas? Le souci, c'est que la maison de Gemma était en très mauvais état. Un énorme trou était désormais dans le toit, mais elle ne pouvait rien y faire. Alors, elle et sa mère vivaient dans cette maison glaciale pendant l'hiver britannique, sans les conditions adéquates. Deborah a été tellement touchée par la situation de Gemma que peu de temps après l'avoir rencontrée, elle lui a offert 200 000 livres sterling, soit un peu plus de 1 300 000 rayés, pour qu'elle puisse terminer la rénovation de la maison. La seule condition était qu'une des pièces de la nouvelle maison soit transformée en espace de prière. Gemma en a été profondément reconnaissante. Elle n'en revenait pas que Deborah fasse ça pour elle, alors elle a accepté sans hésiter, n'est-ce pas? Après cela, les deux ont commencé à échanger des messages tout le temps au sujet des travaux. Deborah suggérait des couleurs, des idées pour l'intérieur de la maison, des détails de la rénovation. Et Gemma envoyait des mises à jour sur tout et sur le budget. Deborah invitait toujours Gemma à venir chez elle. Elles étaient de plus en plus proches et de plus en plus amies, et à un certain moment, Deborah a même commencé à appeler Gemma sa sœur. Mais la relation entre les deux allait changer radicalement en mai 2019, autrement dit, 8 mois après leur rencontre, et 1 mois avant la disparition de Deborah, elle a été forcée de prendre cet antipsychotique pour contrôler sa schizophrénie. Vous vous souvenez? Et juste après cela, elle a eu plusieurs effets secondaires. Mais une autre chose qui s'est aussi produite, c'est qu'elle a commencé à traiter Gemma différemment. Elle a pratiquement arrêté de communiquer avec elle. Et dans les rares occasions où elle répondait, c'était seulement pour la critiquer, en disant qu'elle était une accumulatrice, désordonnée, négligée. Gemma ne comprenait pas très bien ce nouveau comportement de son amie, mais elle savait que Deborah traversait une période difficile sur le plan de la santé mentale. Alors, elle a simplement supporté les grossièretés et tu vois, elle n'a rien dit. Quand Gemma essayait de parler des travaux, Deborah lui disait de ne plus aborder le sujet, que ça la stressait énormément. Jusqu'au jour où Deborah a appelé Gemma et lui a dit très directement « Je ne vais plus financer les travaux, c'est fini, tu te débrouilles toute seule ». Et tu vois, elle a raccroché. Gemma était anéantie. Elle a supplié Deborah de reconsidérer, mais Deborah n'a pas changé d'avis. Au contraire. Plus tard, elle a envoyé un message à Gemma pour lui dire de simplement vendre la maison, qui valait des millions, puisqu'elle et sa mère n'avaient pas les moyens de s'en occuper et de ne plus la contacter. Tu te rends compte? Gemma ne savait plus quoi faire. La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas vendre cette maison parce que ce bien était comme un héritage familial, transmis de génération en génération. Il trouvait mal d'être celui qui avait retiré la maison à la famille. Mais sans aide, elle n'aurait pas d'argent pour rénover la maison. Donc, elle pensait que la seule solution était de voir Deborah et d'essayer d'avoir une conversation de plus. Essayer d'expliquer, d'insister, de supplier, pour voir si Deborah changerait d'avis. C'est exactement ce qu'elle a fait. Le matin du 11 juin 2021, le même jour où Deborah a disparu, Gemma s'est présentée à la porte de chez elle et a sonné à la porte. Elle est arrivée peu de temps après que David soit parti travailler. Quelques instants plus tard, Deborah a ouvert la porte, a vu Gemma de l'autre côté, dehors, et lui a demandé ce qui se passait. Et Gemma a alors demandé à entrer pour discuter une dernière fois des travaux de rénovation. Deborah était très agacée, mais elle a fini par accepter. Alors, Gemma est entrée et les deux se sont assises, discutant de tout et de rien. À un certain moment, lorsqu'il y a eu une pause dans la conversation, Gemma a abordé le sujet de la rénovation. Elle avait même apporté un discours écrit expliquant à quel point Deborah était une personne incroyable et à quel point cette aide serait importante pour elle et sa famille. Mais Deborah, au milieu de ce discours, a interrompu et a dit « Gemma, écoute, je suis désolée, mais ma décision est définitive. Je ne vais pas payer pour la rénovation, je suis désolée. » Peu de temps après, Gemma et Deborah ont quitté la maison. Mais comment ça su? Tu m'avais dit que la police n'avait obtenu aucune image de Deborah quittant la maison? Mais je te dis que si. Les images de plusieurs caméras de sécurité ont montré les deux en train de marcher dans la rue. Mais c'est là qu'est le détail. Quand la police a analysé ces images pour la première fois, elle n'a rien remarqué d'étrange, car il semblait n'y avoir qu'une seule personne sur les enregistrements. On aurait dit qu'il n'y avait que Gemma. Mais Gemma tirait une énorme valise juste derrière elle. Et comme la police le découvrirait plus tard, Deborah était à l'intérieur de la valise.
Oui, mes amis, à l'intérieur de la valise. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir été forcée de prendre ce médicament, Deborah était devenue mentalement plus stable pour la première fois depuis plusieurs mois. Et dans cet état plus lucide, elle s'est rendue compte que promettre 200 000 livres à quelqu'un qu'elle connaissait à peine avait été une très mauvaise décision. Elle a senti que cette femme, Gemma, profitait de sa fragilité mentale et de sa situation financière. Alors, elle a décidé de faire marche arrière. Et c'est précisément à ce moment-là, dans la maison de Deborah, alors que Gemma insistait et que Deborah disait non, que c'était sa réponse finale, qu'elle ne paierait plus pour les travaux, que Gemma a perdu le contrôle. Elle a saisi un objet lourd qui se trouvait à proximité et a frappé Deborah à la tête, lui fracturant le crâne. Deborah est tombée inconsciente au sol. Alors, Gemma a sauté sur son corps inconscient, a pris un couteau de cuisine et a décapité Deborah. Oui, vous avez bien entendu. Décapité. Mon Dieu. Après cela, elle a nettoyé tout le sang par terre, a mis le corps et la tête dans la valise, puis a volé plusieurs documents, une copie du testament de Deborah, et les a mis dans une autre petite valise. Ensuite, elle est sortie, tirant la valise avec Deborah dedans. Gemma, prudente, n'a même pas pris de taxi. Elle a traîné la valise sur plus de 15 km, ce qui lui a pris plus de 3 heures jusqu'à sa propre maison, et a laissé la valise avec le corps dans le jardin pendant 2 semaines. Plus tard, ce même jour, Gemma s'est rendue dans un hôpital local avec un doigt cassé. Elle a dit au médecin s'être coincé le doigt dans la porte, mais la police pense qu'elle l'a cassé pendant la bagarre avec Deborah. Et après ces 2 semaines, elle a été filmée par des caméras de surveillance situées de l'autre côté de la rue, en face de chez elle, en train de déposer une valise. Le corps de Deborah était toujours à l'intérieur, dans une voiture qu'elle avait louée et qu'elle a conduite sur environ 400 km jusqu'à une ville côtière appelée Salcombe. Regardez le niveau de préméditation de cette femme. Selon l'enquête, Gemma a même activé la carte SIM d'un numéro de téléphone au nom d'une autre personne et a commencé à utiliser cette carte, laissant son propre téléphone à la maison dans une tentative de tromper la police. Elle regarde sûrement beaucoup de chaînes True Crime sur YouTube pour savoir que la police allait localiser son téléphone, non ? Tout le monde ici est déjà expert, non ? Mais revenons. Ce détail prouve que le crime n'était pas un acte de désespoir, mais de sang-froid. En route, elle s'est même arrêtée à une station-service, captée par les caméras. Ensuite, elle a continué jusqu'à Salcombe et vers 21h12, sa voiture a été repérée par des caméras en train de passer sur Bennett Road. Là, elle a ouvert la valise et a abandonné le corps dans une zone boisée. 41 minutes plus tard, les caméras ont enregistré sa voiture quittant la zone. C'est sur le chemin du retour que le plan parfait a commencé à rencontrer des problèmes. La voiture a eu un pneu crevé et Gemma a dû s'arrêter et appeler l'assistance. Un mécanicien nommé Lee Gardner s'est rendu sur place. Il a déclaré dans son témoignage qu'il avait trouvé la femme étrange, confuse, distraite et très insistante sur un point précis. Il ne pouvait en aucun cas ouvrir le coffre, même pas pour y ranger le pneu. Malgré cela, il a senti une odeur très étrange provenant du véhicule. Une odeur forte, étouffante, presque comme si quelqu'un avait dormi là, sans aération. Ils ont découvert ce que c'était. C'était l'odeur de la mort. C'est dans cette ville, au bord de la mer, qu'une famille passait ses vacances lorsqu'ils ont trouvé le corps de Deborah et ont appelé la police. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Un accident? Bonjour, j'ai juste trouvé un corps. Allez, dites-moi, quelle est votre urgence? J'ai juste trouvé un corps. D'accord, un corps. Est-ce qu'ils respirent? Non, ils sont morts. On dirait qu'ils sont là depuis quelques jours ou quelque chose comme ça. D'accord. D'accord, ok, attends une seconde. On va mettre ça ici. Oui, quel est le chemin? Je suis à Falcon. Tu es à... pardon? Le 6 juillet 2021, la police a arrêté Gemma, soupçonnée de meurtre. Quand ils sont venus l'arrêter, les policiers ont sonné chez elle et crié son nom sans réponse. Alors, quand ils ont enfoncé la porte, Gemma attendait étrangement à l'intérieur, comme si elle savait déjà que cela allait arriver. Comme si elle attendait simplement d'être arrêtée. Police. Bonjour. Bonjour. Oui. Je vous demande ça. Désolé, quel est votre nom? C'est Gemma. Gemma, tu veux monter? Oui, bien sûr, d'accord. Gemma, je t'arrête pour suspicion de meurtre. Tu n'es pas obligée de dire quoi que ce soit, mais cela peut nuire à ta défense si tu ne mentionnes pas, lors de l'interrogatoire, un élément sur lequel tu t'appuieras plus tard au tribunal. Tout ce que tu diras pourra être retenu comme preuve. Quand la police a fouillé sa maison, elle a trouvé une fausse copie du testament de Deborah, dans laquelle tout son patrimoine était légué à Gemma et à la mère de Gemma.
La valise vide a été retrouvée cachée sur le toit de la maison. Lors des dépositions, Gemma a refusé de répondre à toutes les questions et disait toujours, sans commentaire, à chaque interrogation des policiers. Maintenant, regardez ce petit sourire macabre qu'elle a esquissé du coin des lèvres pour la photo au moment où Elle a été enregistrée au commissariat. Ça donne la chair de poule, n'est-ce pas, mes amis? Ça fait dresser tous les poils des bras. Que Dieu m'en préserve. 1 an plus tard, son procès a commencé. Pour l'accusation, le motif était pratiquement, enfin, c'était évident aux yeux de tous, n'est-ce pas? L'argent, la cupidité. L'accusation a soutenu que Gemma a éliminé Deborah pour essayer de mettre la main sur son patrimoine et utiliser cet argent pour rénover la maison de la famille. Pour eux, cette histoire d'amitié spirituelle, d'aide religieuse, c'était du pipeau et tout avait été planifié par Gemma. En réalité, c'était une relation d'exploitation. Deborah était une personne âgée vulnérable et Gemma l'a remarqué, s'est rapprochée d'elle, a gagné sa confiance, jusqu'à obtenir une promesse absurde d'argent. Et quand cette promesse a été retirée, elle l'a tuée. Devant le juge, Gemma a plaidé non coupable. La défense a tenté d'argumenter qu'il n'y avait pas assez d'ADN prouvant que le corps avait été stocké dans la valise et qu'aucune arme du crime n'avait été retrouvée. Ils ont également affirmé que les lésions au crâne auraient dû être causées par une chute de Deborah, puisqu'elle était affaiblie et avait besoin d'aide pour marcher. Mais honnêtement, l'ensemble des éléments était accablant. Il y avait des images de caméras de surveillance la montrant quittant la maison tôt le matin avec la valise vide. Des caméras la montraient revenant avec la valise lourde, la plaçant dans la voiture de location, puis allant jusqu'au lieu où le corps a été retrouvé. Des documents de la victime ont été retrouvés chez elle, un testament falsifié, et il y avait encore un détail étrange. Pendant les 2 semaines entre le meurtre de Deborah et le voyage pour se débarrasser du corps, Gemma est même allée à un rendez-vous aux eaux de Londres avec quelqu'un rencontré sur Tinder. Tu te rends compte du sang-froid de cette femme? Comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas un corps qui se décompose dans une valise dans son jardin à cet instant, non? Tu y crois? Au final, le jury n'a pas cru à ses balivernes et l'a déclarée coupable du meurtre de Deborah, la condamnant à la réclusion à perpétuité avec possibilité de demander une libération conditionnelle seulement après 34 ans de détention. Je n'ai aucun doute que tu l'as tuée pendant que tu étais chez elle. J'en conclus que tu es allé chez elle ce matin-là avec cette intention. Tu n'as absolument montré aucun remords et tu sembles être complète négation sobre le fait. La sentence du tribunal est la réclusion à perpétuité et la durée minimale d'emprisonnement que tu devras purger dans tous les cas sera de 34 ans. Gemma affirme toujours ne pas avoir tué Deborah. C'est incroyable, mes amis. Restez vigilants avec vos voisins, soyez prudents, d'accord? La vidéo vous a plu? Laisse un like, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et partage avec ceux qui aiment les histoires vraiment folles. Partage tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt.